Bonjour. Alors, développer en mode Kick-Ass, c'est parti. Petite question avant de commencer. Qui est développeur dans la salle? Ouais, tout le monde. Génial. Super. Comme ça, moi, je sais à qui je m'adresse. Il n'y a pas de souci. Allez, on commence par d'autres questions. Qui pense voir du code pendant cette session? Voilà. Merci, au revoir. Vous pouvez aller voir dans une autre session si vous voulez avoir un peu plus de code. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de code, ce n'est pas une session technique. Je vais parler d'Atlassian, des méthodologies, de notre façon de travailler un petit peu. En parlant de méthodologie, qui pense apprendre une nouvelle méthodologie, la méthodologie Kick-Ass? 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de méthodologie Kick-Ass, il n'y a pas de manifeste Kick-Ass, et je ne suis pas là pour vous vendre une certification. Donc il n'y a pas de problème, mais qui veut juste Kick-Ass? Qui veut déchirer? Ouais, c'est votre présentation, c'est pour vous. Attention, c'est pas moi, c'est un collègue, quand même. Donc je suis venu sans le costume aujourd'hui, désolé. Promis la prochaine fois, je ferai l'effort. Non, le costume, il est en Allemagne, là. Bon, comment développer en mode Kick-Ass? Simple, utilisez Java. Merci, au revoir. Non, je plaisante. C'est pas utiliser Java qui compte. On peut faire des développements en mode Kick-Ass, en développant avec Ruby, C#, .NET, Groovy, PHP. Qui fait du PHP dans la salle? Il y en a quelques-uns. Désolé les gars. Hein. Non, j'en fais un petit peu aussi à Atlassian, donc il n'y a pas de souci. On peut faire ça aussi en développant du PHP. Alors je me présente vite fait, je m'appelle Samuel Leberigo, je suis développeur à Atlassian et aussi ambassadeur à temps perdu. Atlassian, société basée en Australie, éditeur de logiciels, Jira, Confluence. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent. Et Atlassian, notre but, c'est de développer en mode Kick-Ass. Développer en mode Kick-Ass, c'est réfléchir. Qu'est-ce que c'est développer des logiciels en mode Kick-Ass? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut des meilleurs logiciels. On veut des meilleurs logiciels dans le sens où on veut des meilleures fonctionnalités, améliorer nos fonctionnalités, mais améliorer le code par derrière les fonctionnalités aussi. On veut moins d'overhead. Moi, en tant que développeur, je ne veux pas passer mon temps dans les meetings, je ne veux pas passer mon temps à dépiler mes mails tous les matins. Je veux développer. C'est assez simple. Développement rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Idéalement, je suis développeur, je développe, j'ai ma fonctionnalité, elle est prête, je l'ai poussée, je l'ai committée dans mon grep de dépôt Git, peu importe. Le lendemain, mon utilisateur, il a la fonctionnalité, il peut la tester, il peut commencer à l'utiliser et commencer à travailler avec. C'est ça qu'on entend. Et on veut que ça fasse l'utilisateur heureux. On veut que le matin, l'utilisateur, quand il ouvre notre application, il ne se dise pas « oh, chier, encore cette application qui va me pourrir toute ma journée ». Non, on veut le contraire. On veut un utilisateur qui dit « bah oui, là je vais être productif, l'application… à la limite, elle disparaît. » Et donc, on espère que tout ça, ça va faire des développeurs heureux. Si mes utilisateurs sont heureux, moi je développe rapidement et tout, a priori, je suis heureux. Il y a 5 ans, je vous aurais dit, c'est simple, faites de l'agile. Ça résout tous les problèmes, ça répond à tout ça, a priori, l'agile, c'est magnifique. Aujourd'hui, on se demande un peu, c'est quoi l'état de l'agile? Il y a beaucoup de personnes qui un peu tapent sur l'agile. Il y a beaucoup de mouvements. En tout cas, d'entre vous ont dû voir cette présentation. Je crois qu'elle a été l'année dernière aussi à Devox, Double Call Developer, c'est Martin Verberg, qui dit simplement ça compile, on ship. On a un peu perdu l'utilisateur en cours de route, mais c'est vrai qu'en tant que développeur, ça compile, ship, c'est bon, allez hop, je veux plus savoir. Autre mouvement, le Dark Manifesto, alors eux, ils sont un peu des extrêmes de l'agile. Ils oublient carrément tout le côté droit et ils se disent c'est bon, nous on est à fond dedans. Autre mouvement, Programming Motherfucker. Alors c'est simple, c'est tous les entrées du manifeste agile, mais c'est Programming Motherfucker. C'est tout ce que je veux faire. Ok, c'est bien. Est-ce que ça veut dire que l'agile est mort? Est-ce que c'est la fin de l'agile? Il y a tellement de mouvements. Alors, sans doute, certains d'entre vous connaissent la courbe hype de Gartner, où pour les technologies, méthodologies, etc., on a un peu cette courbe. On a un grand pic,
au départ. Et ça, c'est le grand pic des early adopters, de l'adoption. Voilà, tout va bien, c'est génial, c'est une nouvelle méthodologie, ça va résoudre tous nos problèmes. Et puis à un moment donné, on commence à avoir les détracteurs et ça commence à baisser. Et puis voilà, c'est un peu la pente douce vers la fin. Et donc, c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il faut qu'on suive le prochain gourou? Software craftsmanship, Oncle Bob, ou je sais pas. Non, non. Nous, on veut pas ça, on veut pas suivre le prochain gourou, on veut pas la nouvelle méthodologie. On veut simplement kick-ass, on veut simplement déchirer à nouveau. Prendre un pas de recul, regarder ce qu'on fait tous les jours en tant que développeur et s'améliorer. Ça paraît assez simple. Petite parenthèse sur les équipes que j'appellerais legacy. Une équipe legacy, c'est pas une équipe qui travaille sur du code legacy. Ça, c'est à peu près tout le monde de toute façon. Une équipe legacy, par contre, c'est un peu comme du code vraiment legacy, où dans ce code, quand vous changez une ligne de code, vous ne savez pas comment ça va affecter le reste, et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Peut-être que vous avez cassé quelque chose, peut-être pas. Et une équipe legacy, c'est pareil. Vous enlevez un développeur, une personne de l'équipe, vous ne savez pas comment ça va affecter l'équipe, vous ne savez pas si ça va continuer à avancer, si ça va complètement partir en vrille, ou quoi que ce soit. Et les équipes legacy ont des a priori. Ils pensent que si on ajoute un process, ça va aider. On va ajouter des process, puis on va ajouter un process encore demain, et puis ça va avancer, ça va faire changer les choses. Que le changement, c'est compliqué. Non, on va pas changer. Attendez, ça fait longtemps que c'est en place, tout ça. Un travail énorme, là, on en a pour des mois. Et que des décisions qu'on a prises 1 an, 2 ans avant, sur des architectures, des technos et tout ça, pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause? C'est une décision qu'on a prise, on a réfléchi dessus et tout. On ne va pas remettre ça en cause. Si vous êtes dans ce genre d'équipe, ou vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre d'équipe, dites-lui, on peut faire mieux quand même, on peut bouger un peu, changer l'état d'esprit et qui casse à nouveau, on peut déchirer, on peut s'améliorer. Et si ça ne marche pas, parce qu'il y a des équipes legacy où ils sont là, non, je m'en fous, moi. Je suis bien dans mon truc, ça se passe bien. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le temps de changer d'équipe, de changer de job. Bon, on recrute à Atlassian, mais c'est pas pour pour ça que je suis là, hein. Mais enfin, juste au passage, voilà. Donc voilà un peu les thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Livraison de logiciels qui cassent, équipe qui casse, collaborer, qu'est-ce que ça veut dire, et un peu d'automatisation. Allez, on y va. Donc, elle est intéressante celle-là. Livrer du logiciel qui casse, c'est ça que ça dit normalement. Attends, on va passer la transition, c'est peut-être ça qui... Un problème... Je vais l'enlever, le remettre pour voir. J'ai perdu la... Ça marchait bien jusque-là. Fait que 42 minutes. Ouais. Ça va être intéressant ça. Alors attends, comment est-ce que je peux faire ça? Mais ça marchait bien juste avant. Attends. Ouais, il y a carrément un problème quand... Restart quoi? Ça, je sais pas. Désolé pour l'interruption technique. Attends, je suis même plus dans le keynote là, ni rien. Il y a complètement. Ouais, c'est avec celui. Non, c'est pas à moi celui-là. D'accord.
veux pas essayer DVI? Moi, je peux essayer n'importe quoi. Non, non, mais là, on a ça, là. Par l'autre côté, t'as pas une DVI. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, on peut essayer ça, là, en HDMI? Il est où le... C'est celui-là? Non, ça c'est le C'est l'autre? Ah, si, ça, ouais. Allez, à lui direct. On trouve toujours une solution. Au moins, si je déborde, maintenant j'ai une bonne excuse. On va faire la zone d'hiver. C'est un faux contact. Voilà, on off. Non, même pas. Combien de temps? Mais ça marchait bien juste avant. Hein. Ouais, le slide avant, ça marche bien, t'inquiète pas. Non, c'est parce que je suis en train de me... C'est pas de bol. Non? Essaie de reswitcher la... Tu sais, tu refais un mirror là-dessus. Oui, c'est là, c'est là. Attends, on l'a pas branché. Ouais, non, mais je suis en train juste de... Essaie de refaire... voilà. Là, il est en quoi, là? Il est en mirror, là. Toi, t'as pas du verre, hein, t'es pas comme nous. Non, non, moi, je suis bien. Non, là, on a du Bah, à la limite, je peux le faire avec le verre. On va essayer celui-là. Je me dis, à la limite, ça va passer. C'est pas non plus... C'est pas idéal, mais... Bon, c'est mieux que le truc, on peut avancer comme ça un petit peu. Désolé, les couleurs, c'est pas magnifique. Faudra imaginer, c'est plus joli, tout ça. On a perdu combien de temps? Aucune idée. Je vais essayer de me caler. Livret du logiciel qui casse. Premier thème, on y va. Alors déjà, c'est quoi du logiciel qui casse? Du logiciel qui casse, c'est du logiciel qui fait que mon utilisateur, il ressemble un peu à ça. Alors je ne veux pas dire que c'est une marionnette. Ce que je veux dire, c'est qu'il sourit, qu'il est content, qu'il a envie d'utiliser le logiciel. La question, maintenant, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on construit la bonne chose, qu'on construit le bon soft, le bon logiciel. C'est important. Voilà. Comment est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on trouve ça? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Qui connaît le Microsoft Kin? Quasiment personne. Il y a une personne là. C'est normal. Je ne connaissais pas non plus. Si vous cherchez Microsoft Failure dans Google, vous devriez le trouver. Et en gros, c'est un peu ça. C'est un téléphone portable fait par Microsoft. C'est aux alentours de 2010 par là, je crois. Et donc, c'était un téléphone destiné aux jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, etc. On prend une photo, on l'upload, facile, tout ça, enfin le truc. Bah, a priori, enfin, un concept, on se dit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est un de chez Microsoft. Pour ça, ils ont racheté une boîte, ils ont fait beaucoup de marketing, ils l'ont mis en vente, personne ne l'a acheté. Ou presque personne. Et du coup, au bout de 48 jours, ils ont retiré le téléphone de la vente. Ça, c'est la bonne chose qu'ils ont faite, j'ai envie de dire. Ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, qu'ils ne pouvaient rien faire, ben voilà, on retire le truc, on finit. Dans l'histoire, ils ont perdu $1 milliard. Bon, quand même un petit truc. C'est pour ça qu'on se dit, ben ouais, ça aurait été bien qu'on l'ait su avant. Qu'on ne construisait pas la bonne chose, qu'on n'avait pas le marché, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est ça qu'on veut, c'est de le construire avant. Et pour ça, à Atlassian, on a une phrase, « Fake it till you make it ». Si je traduis grossièrement, simulez, faites semblant jusqu'à ce que vous le faites vraiment, vous ayez vraiment besoin de le faire. Et là-dessus, je vous raconte une autre petite histoire. IBM, il y a quelques dizaines d'années, voulait, avec son projet, développer un logiciel de text-to-speech, speech-to-text, pardon. Donc en gros, je parle à mon ordinateur, il fait toutes les commandes que je lui dis, il tape mon texte, etc. Ce qu'ils ont fait, avant de faire n'importe quel développement, ils ont fait une simulation. Ils ont apporté une personne devant un ordinateur, dans une salle, et ils l'ont fait tester l'application. Sauf qu'ils n'avaient pas d'application, ils avaient une autre personne dans une autre salle,
qui tapait tout le texte, qui tapait toutes les commandes, de sorte que la personne qui était dans la simulation elle se croyait avec le logiciel. Et comme ça, ils ont pu étudier comment ça fonctionne le logiciel. Pour se rendre compte au final que c'était pas une si bonne idée que ça, parce que parler toute la journée, c'est fatigant, à la fin on n'a plus envie de parler, on est foutu, c'est pas la peine. Les commandes, ça passait pas si bien que ça, etc. Enfin, au final, ils ont investi très peu, ils ont pu tester leur logiciel et se dire, non, on n'a pas envie d'investir plus, on n'a pas envie d'aller faire le développement parce que ça marche pas. À Atlassian, on fait un peu ça aussi. Nos designers, quand ils préparent une nouvelle fonctionnalité, le design d'une nouvelle fonctionnalité, ce qu'ils vont faire, c'est des prototypes papier. Des feuilles, ciseaux. On se croirait à la maternelle. C'est génial. Et donc, quand ils ont une nouvelle fonctionnalité, ils vont faire du découpage, du collage, tester la fonctionnalité avec des papiers, des nouveaux designs. Comme ça, ça leur permet d'en tester des dizaines. Ça coûte pas cher, les feuilles de papier. On peut en balancer, c'est pas grave. Ça va pas coûter cher. Et en gros, ça leur arrive de faire une dizaine et d'en jeter un maximum. Il en reste après un ou deux, où là, on va peut-être développer un peu des prototypes avec un peu de code. Ça va passer un peu plus de temps, coûter un peu plus cher, mais on aura déjà éliminé beaucoup de design qu'on n'aura pas voulu faire. Un prototype papier, après, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Voilà, on s'amuse à faire les interactions, voir comment ça fonctionne. Ça, c'est une vidéo trouvée sur YouTube. Et donc, de ça, vous pouvez déjà retirer beaucoup d'informations, beaucoup d'expérience, et ça coûte rien. Et de là, vous avez une bonne idée de où vous allez avancer. Donc c'est ça le fake it till you make it. Après, on a des logiciels, on a des fonctionnalités qui existent, il faut l'améliorer, changer le logiciel, changer les fonctionnalités, ajouter des fonctionnalités, modifier certaines fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? C'est quoi la nouvelle fonctionnalité? Pour ça, ce qui est intéressant d'avoir, c'est du feedback. Mais on ne veut pas n'importe quel feedback et on ne veut pas embêter les utilisateurs avec le feedback. Ce qu'on veut, c'est du feedback qui casse. C'est du feedback qui n'embête pas nos utilisateurs et qui en même temps soit un vrai retour d'information pour nous. Pour ça, pour que le feedback soit intéressant, il faut quelques qualités. Il faut d'abord que ce soit facile à trouver. Alors cette machine, si vous passez par Heathrow, l'aéroport, vous allez voir cette machine juste après la sécurité. Et elle pose clairement une question à propos de l'expérience qu'on a eu à traverser la sécurité. Donc déjà, elle est facile à trouver. Elle est simple. Si vous regardez en bas, là, il y a 4 boutons. 1, 2, 3, 4. Mais je peux dire je suis content, pas content. Ça marche bien, c'est pour toutes les langues, c'est facile, ça marche. Et puis c'est rapide à remplir, clairement. Bon, pour ceux qui ont envie de faire un roman, il y a quand même des papiers pour pouvoir en faire un roman si vous voulez. Mais c'est ça une expérience, un feedback qui casse. Pour l'utilisateur, ce n'est pas un problème. Il a envie de donner son feedback parce que c'est facile, c'est rapide. Donc, les équipes Jira Agile se sont dit comment est-ce qu'on peut faire ça? Ils avaient décidé de travailler, de refaire le design des dashboards, des tableaux de bord Jira Agile. Ils avaient plein d'idées, mais ils ne voulaient pas se planter. Il y avait beaucoup d'idées aussi à l'extérieur chez nos utilisateurs, on le savait. Donc ils voulaient que tout au long du développement, avoir ce retour utilisateur. Et ils ont dit comment est-ce qu'on va maximiser le feedback. Ils ont mis ce bouton très visible, tout en haut du header, de la barre Jira. Et ce bouton, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un petit dialogue sans sortir de l'application. C'est facile à remplir. Ça demande quelques secondes de donner un petit feedback rapide, poser des questions, mettre le dialogue. Et quand on a soumis le dialogue, on se retrouve dans l'application, là où on était, on peut continuer à travailler sans problème. On a donc quelque chose qui correspond à ce que je disais précédemment, facile, simple à trouver, simple à remplir. Ce faisant, l'équipe Jira Agile a récupéré 4 fois plus de feedback que d'habitude. Donc, ce qui montre qu'on avait quand même réussi quelque part l'expérience de « je veux bon retour, s'il vous plaît, aidez-nous un petit peu », à vous aider aussi. Seulement, le problème, c'est que 4 fois plus de retours, c'est bien gentil, mais ça veut dire que les développeurs, ils vont se taper 4 fois plus de feedback à traiter, etc. Et on veut protéger nos développeurs. Avant tout, on veut que les développeurs développent. Google a une expression pour ça, ils ont quelque chose qui s'appelle Shit Umbrella. Je mets les termes comme ça, mais je l'ai dit après, c'est pas...
Et donc le but, c'est de protéger les développeurs. Sur l'équipe Gmail, à un moment donné, donc les chiffres sont datent un petit peu, mais on doit être plus que ça maintenant. Ils avaient 425 millions d'utilisateurs pour 100 développeurs. Ça fait pour un développeur 4 250 000 utilisateurs environ. S'il y en a 10% qui donnent un peu de feedback, enfin vous imaginez le truc, le développeur il développe plus, il fait que traiter le feedback. Et donc ils ont le product marketing, product management, etc. qui aident à traiter le feedback pour que le développeur ne soit pas embêté. Le truc qu'on dit, c'est que nous on n'est pas Gmail. On n'a pas 425 millions d'utilisateurs. Même à Atlassian, on en a déjà quelques millions. On a 350-400 développeurs. C'est gérable. Et donc on dit tout le monde doit voir ce feedback. Tous les développeurs doivent y accéder, doivent le traiter, doivent aller sur le front. Ça veut dire aussi que les développeurs sont encouragés à aller aux conférences, discuter avec les utilisateurs. Comme moi, je suis là aujourd'hui avec vous. Et je suis là, il y a le booth Atlassian, je suis présent, je suis là pour discuter. Les développeurs sont aussi les premiers à répondre sur le bug tracker complètement ouvert qu'on a à Atlassian. Le but, c'est vraiment d'avoir des développeurs qui ont cette relation personnelle avec les utilisateurs, qui comprennent les utilisateurs, qui savent quels sont les points qui font du mal aux utilisateurs quand ils utilisent les outils. L'équipe Jira Agile, avec ce 4 fois plus de feedback qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant toute cette période de développement, tous les jours, ils se réunissaient pendant 45 minutes. Ça reste raisonnable dans une journée de travail. Et pendant 45 minutes, ils répondaient au feedback. Ils triaient l'information, ils répondaient aux utilisateurs. Et c'était d'autant plus intéressant que finalement, les utilisateurs, ils ont directement eu accès aux développeurs à qui ils voulaient parler, et qui leur a répondu sur le truc. Non, on ne pourra pas faire cette feature. Non, on ne va pas pouvoir faire ça. Oui, on va faire ça. Et comme ça, on sait qu'on a atteint, en tant qu'utilisateur, la bonne personne et qu'on a l'information qu'on voulait. Petite autre anecdote, dans l'équipe Fisheye, assez récemment, ils ont fermé un bug qui demandait le support pour Visual Source Safe. Et ils ont dit, non, on ne va pas l'implémenter. Et le premier commentaire qu'on a eu là-dessus, c'était un ticket qui était ouvert depuis 7-8 ans, quand même. Premier commentaire qu'on a eu là-dessus, merci d'être transparent, merci d'avoir fermé le truc, au moins maintenant on sait à quoi s'en tenir, puis on avance. Voilà, les utilisateurs, ils veulent ce retour. Autre aspect, les développeurs passent du temps en support. Tous les ans, chaque année, chaque développeur Atlassian doit passer au moins une semaine en support de niveau 1. Donc, discuter, corriger, apprendre avec les utilisateurs et les aider à passer les petits problèmes qu'ils ont habituellement avec les outils. Ça leur permet aussi de travailler de manière assez étroite en collaboration avec les équipes de support. Les aider à faire du meilleur débugage des outils, les aider à faire d'apprendre tout un tas de choses sur nos outils. Et ça permet aussi aux développeurs d'avoir une idée de ce qui se passe en support. Ils voient que, tiens, il y a tel ticket, tel problème qui revient régulièrement. Ah, les gars de support, ils ont trouvé un workaround, c'est génial. Mais si on passait une journée ou deux de développement, on n'aurait plus ce problème du tout. Ça ferait d'autant moins de problèmes en support. Et les gars de support pourraient passer plus de temps sur d'autres choses, entre guillemets, plus importantes. Et donc, on a vraiment cette collaboration. Donc, l'idée, c'est vraiment de rapprocher développeurs et utilisateurs et de faire en sorte que les développeurs comprennent, se mettent à la place de leurs utilisateurs quand ils utilisent leurs outils. Donc, dans la prolongation des développeurs qui travaillent en support, on va parler des équipes qui cassent. Et on va commencer avec les testeurs. Testeurs, développeurs, en ça, on n'est pas pareil. On a des rôles, des responsabilités différentes, mais on doit travailler ensemble, on travaille en équipe, on collabore. On sait bien que, en tant que développeur, si on balance le code de l'autre côté du mur au testeur et qu'on leur dit maintenant, allez, c'est à toi, ton boulot, teste, trouve des bugs. Et après, ils nous ramènent le code, on trouve les bugs, etc. On fait un peu ce ping-pong. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça a des problèmes. Ça a des problèmes parce que du coup, les testeurs vont être, à un moment donné, le goulot d'étranglement. On approche une release, on fait plus en plus de code. Les testeurs ils vont pas pouvoir suivre en permanence et on se retrouve en tant que développeur des fois à attendre les testeurs et puis après les testeurs nous renvoient les bugs et après c'est les testeurs qui attendent les développeurs. Donc on a des problèmes de goulot d'étranglement, ça se passe pas si bien que ça.
on a surtout un gros problème de responsabilité. C'est à qui la responsabilité du code et de la qualité. Et souvent, les développeurs, on a tendance à rejeter le truc. C'est le testeur, il n'a pas trouvé le bug. Pas de ma faute s'il est passé en prod. Moi, c'est le testeur. On a aussi le problème d'extensibilité. Les testeurs, c'est bien, mais à fur et à mesure que notre base de code augmente, ça fait plus en plus de choses à tester. Comment est-ce qu'on scale? On ne peut pas embaucher de plus en plus de testeurs sans limite, ça ne fonctionne pas. Et donc, à Atlassian, on fait ce qu'on appelle le développeur en test. Développeur en test, c'est tout simplement les développeurs qui vont faire les tests. Moi, je suis développeur, je développe ma fonctionnalité. Quand j'ai fini ma fonctionnalité, je la passe à un autre développeur et lui va la tester. On ne fait pas le même développeur qui teste, quand même, ce sera un peu triché. Et donc, là, je suis sûr que vous vous dites, mais alors, c'est cool, les testeurs, ils font plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Non. C'est pas les développeurs qui font tout le boulot, c'est juste que la répartition des tâches est faite un peu différemment. Ce qu'on a remarqué, c'est que les développeurs sont pas mauvais pour tester les choses assez simples, assez faciles. Je veux pas, vous êtes tous développeurs, je ne veux pas vous dire du mal de vous, mais c'est un peu ça. Et les testeurs sont un peu meilleurs dans les cas complexes de tests, etc. Et donc, ce que font les testeurs à Atlassian, notamment, leur première tâche, c'est un peu de séparer quand on a une fonctionnalité. Voilà, qu'est-ce que vont être les cas de test un peu plus simples, un peu plus faciles, les cas de test un peu plus complexes. Les développeurs en test vont pouvoir s'attacher aux tests un peu plus simples, et les testeurs vont pouvoir passer plus de temps sur les cas complexes et vraiment s'assurer de la qualité sur ces choses-là. QA, à Atlassian, ça ne veut pas dire Quality Assurance, ça veut dire Quality Assistance, assistance qualité. Les testeurs ne sont pas là pour faire toute la QA, pour faire toute la qualité. Ce n'est pas eux les seuls responsables de la qualité. Ils sont là pour aider les développeurs et s'aider eux-mêmes, aider à trouver des nouveaux outils de test, aider à trouver des nouvelles stratégies de test, aider à automatiser les tests. Notre but, ce n'est pas d'avoir juste les testeurs qui testent. Alors, quelques petits conseils pour faire du développeur en test, si jamais l'idée vous intéresse. Premièrement, il faut s'entraîner. Parce qu'on est développeur, on ne pense pas forcément comme un testeur. Penser comme un testeur, ça s'apprend. Il y a des choses importantes à apprendre, de se mettre dans un contexte, dans un mindset un petit peu différent. Faire du pairing, ça marche, ça paraît évident. On met un testeur, un développeur en même temps sur des tests de fonctionnalité. Ils apprennent l'un de l'autre. Et ce n'est pas que le développeur qui apprend du testeur, mais aussi l'inverse. Pour ceux qui étaient là l'année dernière à la présentation, le Blitz Test, je le répète cette année, des sessions de test de 2-3 heures, et là ça s'étend au-delà des équipes de dev. C'est les développeurs, les testeurs, les mecs de finance, marketing, ressources humaines. On teste une nouvelle fonctionnalité, toutes ces personnes vont chercher le maximum de bugs en 2-3 heures, tout ça coordonné par les équipes de testeurs. Alors je vous disais que les testeurs testent les choses plus compliquées, les développeurs les choses les plus simples. C'est de moins en moins vrai. Maintenant, les testeurs arrivent avec des fonctionnalités, sur des fonctionnalités et commencent à créer ces recettes de tests qui permettent aux développeurs d'aller encore plus loin dans les tests, dans des scénarios plus complexes, et ils nous aident vraiment à tester plus en avant. Autre chose que l'on fait, des sessions séparées où là on a c'est l'opposé du pairing un petit peu. Vous avez un testeur dans un coin, un développeur dans un autre, et ils testent la même chose et après ils comparent leurs résultats. Ça permet aussi d'apprendre pas mal, de voir comment on est arrivé à des résultats différents, voir les différences justement de bugs qu'on remonte. Et quelque chose qu'on a fait, sur lequel on n'a pas forcément encore de retour, c'est chasseur de bugs. Donc l'idée c'est que lors d'une itération, il y a une personne, un développeur qui va être dédié à chercher des bugs dans tout ce qui a été développé à l'itération précédente. Son but, c'est de trouver le maximum de bugs. Alors, il peut demander un peu d'assistance aux testeurs aussi, ils sont pas mal pour ça. Mais l'idée, à Atlassian, justement, avec tout ça, c'est de faire en sorte qu'on casse à nouveau sur les tests, sur la qualité. Et pour ça, la qualité, c'est tout le monde qui est responsable. Ce n'est pas les testeurs, ce n'est pas les développeurs, c'est tout le monde. Et ça ne s'arrête ni aux développeurs ni aux testeurs. N'importe qui à Atlassian, on fait du dogfooding, n'importe qui à Atlassian se doit de reporter les bugs, de reporter les petits problèmes, les petits tracas qu'il trouve régulièrement avec nos outils. Parlons un peu de design. Moi, je suis développeur, je fais du design. Je suis doué. Je fais des super interfaces.
Je peux même mettre de la couleur si vous voulez. Et je fais aussi des super sites web. Non, je plaisante. À Atlassian, pendant très longtemps, on avait que des développeurs, on n'avait pas de designer. Et donc le design, c'était fait par des développeurs. Et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des designers? Ça marche, ça fonctionne a priori. Puis on a embauché notre premier designer. Alors on lui a donné les outils, il a regardé, il a jeté un œil autour, et puis il a commencé à regarder, il s'est dit, tiens, je regardais un peu les menus déroulants, les drop-down et tout ça. Voir un peu ce qui se fait dans tous les outils. Donc il a trouvé qu'il y en avait pas mal. En soi, il n'y en a aucun qui est vraiment moche, mais il n'y en a aucun qui se ressemble. Et vous en avez, j'ai pas compté, il y en a beaucoup, trop. Et donc on s'est dit, bah voilà, il y a quand même un petit problème. On a des développeurs qui ont un petit sens du design, etc., mais on a clairement besoin de designers pour améliorer les choses. Et donc, on s'est posé la question aussi, ben c'est bien, mais on ne va pas avoir un designer sur chaque fonctionnalité, ça ne va pas scaler, c'est pareil pour les testeurs, à un moment donné, on ne peut pas faire qu'embaucher des designers. On s'est dit, mais comment on va faire? Ben c'est simple, on va utiliser les développeurs. On a des développeurs qui aiment un peu le design, qui ont un attrait pour le design, qui ont un goût pour le design, qui ont des qualités pour le design. Le seul truc qui leur manque, c'est quelques conseils pour pas qu'ils créent encore une énième drop-down, un énième menu. T'as qu'à faire, on en a déjà plein, on va utiliser un qu'on a déjà. Et si on peut, on va en plus faire qu'il n'y en ait plus qu'un au bout du compte, ou deux, mais pas plus. Et donc, la tâche de l'équipe de designers qu'on a embauché au départ, leurs premiers grands travaux, ça a été de faire ce qu'on appelle les design guidelines. Vraiment, ces designers, ils ont travaillé avec les développeurs pour fournir des conseils simples pour que les développeurs puissent faire du design. Moi, maintenant, à Atlassian, je vais regarder ça, je sais faire du design. Enfin, je sais. Je fais quelque chose qui ressemble à quelque chose, et après, je peux appeler un designer pour peaufiner les détails. Parce qu'on a les outils pour faire des prototypes rapides. Je prends mes toolkits, je prends mes HTML, CSS, ça a été développé avec des designers, avec des développeurs, et j'ai plus besoin de me casser la tête à tout faire from scratch à chaque fois. Et ça, ce qu'on a remarqué, c'est que en termes de rapidité de développement, ça n'a pas d'égal. On arrive à avoir des nouvelles fonctionnalités à 90% prêtes en termes de design, sans qu'un designer ne soit intervenu. Et après, les designers, ils ont le temps de peaufiner les détails, d'améliorer et de continuer à faire en sorte qu'on arrive au 100%. De la même manière qu'il faut s'entraîner pour devenir un bon testeur, devenir un bon designer, ben ça passe par des ateliers, des workshops, en général d'une semaine, où on apprend les règles de base du design. Et donc, on a des développeurs qui deviennent des designers. C'est pas mal. Le problème arrive dans le sens inverse, où des fois, on a des designers, ben c'est bien, ils vont nous faire des designs, ils vont nous faire du Photoshop, etc. C'est super cool, mais après, il faut se taper tout le boulot de faire ça, de mettre ça en code. Et ça, c'est pas forcément la tâche la plus simple, et ça peut être un point de friction dans les développements, dans les itérations, ça prend du temps, et c'est pas du temps qui est passé à développer, entre guillemets, la vraie fonctionnalité. Et du coup, on s'est dit, maintenant qu'on a des développeurs qui sont designers, pourquoi ne pas faire l'inverse? Et on a, en fait, ouvert aux designers le code source des outils. Les designers ont les droits d'accès, ils committent le HTML, le CSS, le JavaScript. On favorise, on les pousse à ajouter du code, à écrire dans le code, et on les aide en tant que développeurs. On a les pull requests, les code reviews, etc. On peut les aider. Alors je ne vous dis pas que tous les designers deviennent des développeurs. Il y en a en gros, la moitié de nos designers sont assez contents d'écrire du code, de s'impliquer. Et tous n'ont pas des envies de développeurs, mais ça permet de réduire les frictions et de s'aider vraiment et de travailler ensemble. Et donc c'est ça l'idée, c'est on a des équipes, on a des spécialistes, faisons en sorte de collaborer ensemble. On n'est pas chacun dans nos silos, testeurs, personnes de support, designers, on travaille ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'intégrer, comment est-ce qu'on peut travailler les uns avec les autres, les uns chez les autres. Parlons collaboration. C'est sympa le temps où je suis le seul développeur sur mon projet, à la maison ou au travail, ça arrive aussi quand ça commence.
c'est cool, j'ai pas de problème de merge, pas de problème de qualité. Qualité, ça dépend. Pas de problème de qualité. Je connais chaque ligne de code, c'est simple, c'est moi qui les ai écrites. A priori, je connais bien la base de code. Le problème, c'est quand on commence à travailler en équipe, il va falloir collaborer. Là, il va falloir merger, ouais, ça, il n'y a pas de problème. La qualité, on n'a pas tous le même sens de la qualité, mais ça, c'est... Et puis, ça veut dire qu'il y a des parties du code que je vais plus connaître. Parce que ça a été développé par un tel, à la limite, j'ai même pas envie de savoir, parce que lui, la qualité. Donc, je ne veux pas toucher à cette partie du code, etc. C'est pas... Voilà. Collaborer, ça demande des efforts. Et en général, ce qu'on fait, c'est simple. On va ajouter des règles, un peu de process, et on se dit, ça va essayer, ça va améliorer, ça va nous aider à obtenir du code qui va bien, etc. Sauf que trop souvent, ça arrive, on arrive à quelque chose comme ça. Non. Alors, on a décidé à Atlassian qu'on allait simplifier le process. Le process de base, branch, pull, merge. Maintenant qu'on utilise Git, c'est simple. À chaque fois qu'on a une nouvelle tâche, on fait une branche. A priori, on espère que les branches ont une durée de vie courte. On ne veut pas que ça diverge trop longtemps, on veut simplifier le process, vraiment. Et on veut un peu de QA sur ces branches avant de les merger. Et donc, naturellement, on passe par les pull requests. Sur les pull requests, l'idée, c'est vraiment de partager son code. Alors, pour ceux qui n'ont pas jamais fait de code review, pull request, etc., c'est pas dire « Ah, là, tu as fait une grosse erreur, mais tu ne sais pas développer ». Non, ça arrive à tout le monde de faire des bugs, de faire des choses. C'est partager le code. Comme ça, le junior qui entre, il peut avoir les conseils des seniors. On connaît l'ensemble du code de l'application parce qu'on est partagé sur les pull requests. Au moins, si la personne qui a développé ça, elle n'est pas là demain, moi je peux reprendre, j'ai vu la pull request, je sais à peu près de quoi ça parle, j'ai déjà une idée du contexte. On s'assure de la qualité. Et en tant que développeur aussi, c'est pas mal pour se sentir mieux par rapport à son code. On sait qu'il y a des personnes qui ont validé le code, qui sont développeurs, avec qui je travaille tous les jours. Et au moins, ils ont validé mon code. Ça veut dire qu'a priori, je n'ai pas laissé de bug trop visible. On a toujours laissé un bug, ça c'est... L'idée aussi avec les pull requests, c'est d'ajouter, entre guillemets, autant de reviewers que possible. On a une règle à Atlassian, c'est à partir du moment où il y a deux personnes, deux développeurs qui ont validé la pull request, c'est bon, je la merge. Donc si j'ajoute 4-5 reviewers, selon les disponibilités de chacun, il y en a deux qui disent « Ouais, c'est bon, j'ai revu, ça se passe bien. Allez, on merge, on avance, et on avance le plus rapidement possible. » Mais la collaboration, c'est pas seulement que à propos du code. Il se trouve qu'à Atlassian, a priori, on aime bien les équipes colocalisées. On a des équipes de développeurs colocalisés un peu partout dans le monde, Sydney, San Francisco, en Pologne, au Vietnam. Hop, oui, c'est ça, c'est bon. Et c'est pas toujours possible. Excusez-moi. Parce qu'on a des gens qui rentrent chez eux. Il y a des gens qui ont été embauchés à divers endroits. Et donc, on se retrouve avec finalement des développeurs un peu partout dans le monde, un peu éclatés. Et encore autre chose, si je vous demande où est-ce que vous êtes travaillé le mieux, où est-ce que vous êtes le plus productif, est-ce que c'est au bureau, est-ce que c'est dans le café d'à côté, est-ce que c'est de chez vous? Beaucoup d'entre vous vont me dire ça dépend sur quoi je travaille, ça dépend de mon état d'esprit du jour, etc. Et on veut laisser cette possibilité aux personnes de travailler là d'où ils sont le plus productifs. Le truc, c'est qu'après, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler de manière efficace avec toutes ces personnes? On utilise le mail, bien sûr. Non. Ok, non, on n'utilise pas le mail. On utilise le chat. Qui utilise un chat ici? On travaille. Wouh. Alors, je vais vous dire un peu comment on utilise le chat à Atlassian, et puis vous pourrez comparer avec votre expérience. Le chat, chez nous, c'est très orienté salle de discussion. On a des salles de discussion par équipe. Donc là, Confluence développeur, l'équipe de design. Mais on a des salles de discussion par sujet. Donc les sujets qui touchent aux discussions type entreprise,
développement de logiciels à large échelle, quels sont les différents problèmes de performance, etc. par exemple. On a des salles de discussion qui sont complètement transverses à l'ensemble des applications, des logiciels. Et on a d'autres salles de discussion un peu plus sociales, un peu plus... voilà, il faut entretenir l'aspect, on travaille ensemble, en équipe, on est des personnes après tout. L'intérêt, c'est que moi, en tant que développeur, ben, je suis les salles de discussion qui m'intéressent. Celles de mon équipe, celles des projets transverses sur lesquels je travaille, et comme ça, je sais ce qui se passe autour de moi, et je suis au courant, et je peux travailler de manière plus efficace. Les salles de discussion, c'est pas mal aussi, les salles temporaires, pour les équipes, les projets cross-fonctionnels. Parce que des fois, on travaille, il y a du marketing, il y a des développeurs, des designers, que sais-je, qui ont besoin de collaborer ensemble. Et donc, on crée une salle de discussion temporaire. Typiquement, quand on prépare à Atlassian une conférence comme venir à Devoxx, eh bien, moi, je suis développeur, je travaille avec des personnes du marketing, des personnes qui s'occupent un peu plus d'aspects logistiques. On a créé une salle de discussion. Dès qu'on a un problème, une question, on pose les discussions. Et ça nous permet de collaborer, de trouver les personnes avec qui on doit travailler très facilement. Inutile de le dire, le chat, c'est bien, ça marche bien pour les communications distantes. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça marche très bien en local. Quand on a besoin d'être très concentré en tant que développeur, le chat, ça permet aux autres de communiquer avec moi, de m'interpeller, sans venir me déranger pour autant. Si je ne suis pas disponible, que je suis concentré, que je pourrais seulement répondre dans 5 minutes, eh bien, avec le chat, au moins, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me taper sur l'épaule, qui m'a déconcentré, ça y est, trop tard, changement de contexte, une demi-heure de perdu, et hop, c'est reparti. Bon, ça marche bien entre les différents fuseaux horaires. Je travaille notamment, moi, personnellement, depuis la France, avec des collègues qui sont à San Francisco. Le matin, ben, moi, je regarde ce qui s'est passé dans la nuit à San Francisco, je vérifie qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui a crié « Ah, Sam, tu as introduit un bug hier », ce genre de choses, voir si ça affecte ma journée de travail. Dans le chat aussi, ça permet de mentionner les personnes et d'inclure les personnes aux discussions. Parce qu'on discute souvent à 2 personnes et puis on sait qu'il y a une personne qui a une expérience passée sur tel framework ou qui a un avis assez intéressant sur tel sujet. On mentionne la personne reçoit une notification, se joint à la conversation et on a résolu, on peut vraiment discuter. L'idée, c'est vraiment de supprimer ces barrières, peu importe, physiques, d'état d'esprit, et se retrouver à collaborer en permanence de manière synchrone ensemble. Désolé. Automatisation qui casse. J'aime bien cette phrase parce que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas assez souvent. C'est qu'en tant que développeur, notre boulot, en gros, c'est d'automatiser la vie des autres. Les personnes qui utilisent nos outils, plus on en fait pour automatiser la façon dont ils travaillent, plus ils vont être productifs et plus ça va avancer. Et du coup, il est logique de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour automatiser nos propres développements? Combien de temps avez-vous passé par semaine à réfléchir à vos développements et comment les automatiser pour améliorer votre propre performance, vos propres développements, pardon. Souvent on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés et il s'avère que chez les développeurs, des fois, ça arrive aussi. Qui fait de l'intégration continue dans la salle? Qui fait de l'intégration continue qui casse? Eh, il y en a beaucoup moins. Je vous ai vu. À Atlassian, on fait l'intégration continue depuis pas mal d'années. On a un outil d'intégration continue et il se trouve qu'au fur et à mesure du temps, eh ben, nos builds ils sont venus longs, beaucoup trop compliqués, complexes, on teste énormément de choses. Il y avait aussi une très forte instabilité, et là à ce moment-là on arrive avec des builds qui sont verts alors qu'ils devraient être rouges, et rouges qui devraient être verts, etc. On perd la confiance. Grosso modo, nos builds étaient mauvais. Parce qu'un build, ce qu'on lui demande, c'est quoi? C'est avoir un échec rapide. C'est, en tant que développeur, je fais un push, dans la minute qui suit, mon build il me dit, bah non,
là, tu as cassé un truc. Non, c'est vert, c'est bon, tu peux y aller. C'est ça qu'on veut. Si notre build commence à prendre 1 heure de temps, voire plus, alors là, on va se retrouver avec, ah bah c'est bien, hop, je commence, je pousse, je fais mon petit développement, et puis 1 heure après, ah, j'ai cassé quelque chose. Bon, je défais tout ce que j'étais en train de faire, je change tout mon environnement de développement, et je me remets à corriger. Qu'est-ce que j'avais fait déjà? Ah oui, d'accord, ok. Donc on veut éviter ces changements de contexte. Alors, quelques petits trucs qu'on a fait pour un peu apprivoiser nos builds. Une chose qu'on s'est rendu compte sur le build Jira, le build Jira durait 1h30 à chaque build. Ouais, c'est long, ouais. Et donc c'était même pas la peine. Et donc on a essayé vraiment de diminuer ce temps. Et une chose bête et méchante, entre guillemets, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait passer les artefacts. En gros, le build avait plein de jobs différents, et à chaque fois on reconstruisait les binaires. À chaque fois, ou alors quand on ne reconstruisait pas les binaires, on les poussait dans un truc Maven, on les retéléchargeait, etc. Enfin, je vous raconte pas. Si, je vous raconte d'ailleurs. Et puis on s'est dit, bah tiens, si les binaires on les passait, ah bah oui, on a déjà gagné du temps. Ça paraît bête à dire maintenant, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Puis on s'est dit, bah, de toute façon, le temps de développeur, ça coûte cher. Un serveur, ça coûte pas très cher en comparaison. Et si on balançait des serveurs un peu plus, et qu'on essayait de paralyser les tests. Alors comme ça paraît évident, ça paraît simple. C'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît. Ça demande un peu de travail, parce que vos tests, ils ne sont pas paralysables comme ça. Mais on a travaillé là-dessus, on a paralysé. Jira, en gros, maintenant, on a 5-6 runs en parallèle de l'ensemble de la suite de tests. Et on a quelque chose de bien plus rapide. Après, on a changé la stratégie de build. Jira, l'équipe Jira, ils construisaient tout, à chaque fois. On a dit, non, mais attendez les gars, on va essayer de réfléchir un petit peu. Effectivement, bah, il faut faire le binaire, il faut faire les tests unitaires, les tests d'interface autant que possible. Ceux-là, on va les faire à chaque fois. Après, en faisant ça à chaque fois, on se rend compte qu'à peu près 90% des bugs qu'on trouve sont dans ces tests-là. Après, on a des tests de plateforme. Bah oui, on veut tester tous les JDK qu'on supporte, tous les bases de données, tous les serveurs d'application, etc. On ne va pas le faire à chaque fois, ça va devenir impossible. On commence à avoir une matrice, même si on essaie de gérer ça, assez important. Donc ceux-ci, on les passe tous les heures. Et puis après, il y a les fameux tests de performance qu'on a ajoutés au fur et à mesure des années. Alors ceux-là, c'est même pas la peine, c'est quasiment incompressible en termes de temps, parce qu'ils doivent travailler sur des larges datasets, etc. Donc ça prend du temps quoi qu'il arrive. Ceux-là, on les passe toutes les nuits. Autre aspect qui est super important, jetez un œil à vos stats, mesurez dans vos builds combien de temps prennent chaque job, combien de temps prennent les copies de binaires d'un espace à un autre, etc. En regardant les stats, on peut trouver des easy wins, comme on dit en anglais. Typiquement, là, on a 3 jobs en parallèle, il y en a un qui fait 2 fois plus de temps. Si on arrive à paralyser celui-là, là, eh ben, on a divisé par 2 quasiment le temps du build, enfin le temps de ce job. C'est pas la peine de s'attaquer à autre chose tant que celui-là, il n'est pas corrigé. Au bout du compte, Jira c'était 1h30, on est arrivé à des builds maintenant qui durent à peu près 10 minutes. Vous me direz, c'est encore un peu trop? Oui, mais c'est beaucoup mieux. Au moins, ça permet d'aller prendre un petit café, de revenir après le café et de ne pas avoir vraiment changé de contexte et de voir, tiens, le build il est vert, tiens, il est rouge. Ok, il est rouge, je vérifie, je suis encore dans le même contexte. Il est vert, je passe à autre chose. À Atlassian, on fait encore plus d'automatisation. Sur les builds, on a des détecteurs de tests aléatoires. Vous savez, ces fameux flaky tests, ces tests qui passent au rouge, au vert de temps en temps, mais on fait oh, il est rouge. Bon, je rappuie, il va passer au vert, c'est bon. Ouais, mais ça, voilà, c'est pour perdre la foi dans le serveur d'intégration continue, il n'y a pas mieux. Et du coup, dans le serveur d'intégration continue, maintenant, ces tests, il les met en quarantaine. Comme ça, la prochaine fois, ils ne passent pas, nos builds sont verts, on sait, et on sait qu'on a des tests en quarantaine, et ceux-là, il va falloir s'y atteler. Alors, soit on les supprime complètement, soit on les refactor, mais on fait quelque chose. On ne peut pas les laisser comme ça. Et au moins, ils sont détectés tout de suite par le serveur d'intégration continue. On a pas mal d'automatisation aussi, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a beaucoup de tableaux de bord, comme ça, sur des écrans,
où on automatise toute l'information dont on a besoin pendant la semaine, pendant l'itération en tant que développeur. Quand est-ce que se termine l'itération, où est-ce qu'on en est arrivé au niveau CI, au niveau nombre de stories complètes, etc. Chaque équipe a sa propre façon de visionner les informations et chacun décide. Le résumé de ça, c'est vous êtes développeur, vous savez automatiser, c'est votre boulot. Essayez de passer un peu de temps toutes les semaines pour vous-même. Vous allez voir, ça ne va pas être du temps de perdu. Vous allez devenir d'autant plus productif. Regardez là où vous pouvez automatiser. Alors voilà, c'était 4 sujets que j'avais envie d'aborder, de partager un petit peu Atlassian. Quand on fait du développement logiciel et qu'on essaie de KICAS à Atlassian, ça touche beaucoup d'autres environnements Atlassian. Ce n'est pas seulement les développeurs, c'est d'autres parties de l'entreprise, le recrutement, etc. On essaie de changer les pratiques. L'important, c'est de prendre un pas de recul et de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour à nouveau être au top des façons, des pratiques que l'on utilise. Alors j'ai posé cette question un peu en début de présentation. Est-ce que l'agile est mort? C'est quoi l'état de l'agile? Non, l'agile n'est pas mort. On reste agile. Tout ce qu'on fait là, c'est fondamentalement agile. C'est juste prendre un pas de recul, regarder, observer, voir les points où on peut s'améliorer et les approcher de front. Une chose qui est importante à Atlassian, qu'on pense vraiment importante pour arriver à ça, c'est de partager. On teste quelque chose, on va essayer une pratique, une nouvelle façon de faire, on partage, on dit l'expérience qu'on est en train de faire. Ça marche, super, ça marche pas, tant pis. On a partagé, au moins ça évitera une autre équipe d'avoir le même problème. Et même une autre équipe peut avoir d'autres idées par rapport à un échec. Même un échec, au contraire, même les échecs, c'est là où on tire le plus d'enseignements la plupart du temps. Tout ça, c'est à propos d'une culture. La KICAS, c'est une culture. C'est une culture d'entreprise où chacun dans l'entreprise doit être capable de dire « Non, ça ne marche pas. Là, ce qu'on fait, ce n'est pas du tout valable, ce n'est pas bon. On peut faire beaucoup mieux. Essayons de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Travaillons ensemble, faisons mieux. » Et ce que j'aimerais que vous retiriez à la limite de cette présentation aussi, c'est en retournant au travail et en sortant de votre prochaine journée de travail, potentiellement lundi. Non, lundi c'est férié, mardi. Qu'à la fin de la journée, vous vous demandez, est-ce que j'ai KICAS aujourd'hui? Est-ce que j'ai déchiré? Est-ce que dans mon boulot, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour KICAS? Voilà, je vous remercie. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un temps pour les questions, etc. On a un stand à Atlassian. Je suis là au stand encore toute la journée demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez. Ce soir, il y a la petite fête, on sponsorise. Venez, il y a des bières et tout. Venez boire un coup.